Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau R&D Corner. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau panorama de tous les appels à projets de R&D au niveau régional, national, européen, en cours et à venir. On va aussi aborder quelques-uns des appels qui vont arriver prochainement. On se rapproche, me dit-on dans l'oreillette, du 100e R&D Corner. Je crois qu'on doit être au 97e ou 98e, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, je tenais à vous dire dès le début que la 100e approche et que l'on va préparer un bel événement pour fêter la 100e édition de ces R&D Corner. Voilà, ça c'était pour le teasing de début d'événement. Ce que je veux vous dire dès le début, c'est que oui, vous aurez accès aux slides qui vous seront envoyés suite à l'événement. C'est généralement la première question qu'on nous pose, donc je préfère le dire dès le début. Bonjour Yvan, bonjour Aurélien, bonjour Boris, bonjour Gérard, bonjour Mickaël. Vous aurez également accès au replay. Cet événement est enregistré. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de Cap Digital. Et d'ici le début de la semaine prochaine, modulo cette période de pont, vous aurez donc tous ces éléments replay et slides qui vous seront envoyés directement sur votre boîte mail. Autre consigne, si vous avez des questions à poser, et c'est évidemment l'objet de ces R&D Corner, si vous avez des questions à nous poser, merci d'utiliser l'onglet questions à votre droite. On garde généralement l'onglet chat, là où vous êtes en train de dire bonjour, pour partager des liens, faire du small talk, échanger des informations. Quand vous avez des questions à nous adresser ou à adresser à nos invités speakers, je vous invite à le faire via l'onglet questions. Je suis très bien entouré aujourd'hui, puisque Alexandre Chaffotte, notre responsable de projet R&D, est à mes côtés aujourd'hui. Et nous avons aussi deux invités en la personne de Mathéa Gervais et Mathieu Roland du cabinet Synergie, qui vont pouvoir nous présenter l'IIC Accélérateur. Vous le savez peut-être, l'un des programmes emblématiques au niveau européen pour l'accélération de PME innovantes et de start-up à l'échelle européenne. Voilà, sans plus tarder, je remets les slides en grand écran et je vais vous présenter rapidement ce qu'est Cap Digital. Je ne sais pas si toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ont l'habitude de venir au R&D Corner, nous connaissent bien, donc je prends généralement quelques minutes en début d'événement pour vous rappeler ce qu'est Cap Digital, l'un des plus grands collectifs de l'innovation numérique. Nous existons depuis 17 ans, c'est une trentaine de collaborateurs et de collaboratrices qui travaillent avec nous, mais ce sont surtout près de 170 experts, experts académiques, experts technologiques, experts business, qui sont à nos côtés pour vous aider à monter des projets innovants, vous aider à les améliorer, à travailler votre dossier et qui attribuent, on va beaucoup en parler aujourd'hui, le label Cap Digital qui augmente vos chances de succès sur les appels R&D dont on va vous parler. Cap Digital, c'est près de 850 structures adhérentes avec une très grande majorité de startups et de PME, mais ce sont également des grands comptes, des grandes entreprises, type CAC 40, ETI, EPIC, un peu plus de 50 grands comptes, des acteurs académiques, des acteurs de la recherche, une soixantaine d'établissements d'enseignement, de formation et de recherche, et ce sont également des fonds d'investissement et des territoires. Alors, quand on parle de territoire chez Cap Digital, on est plutôt au niveau des régions, des métropoles ou des établissements publics territoriaux. Si on met bout à bout la population attachée au territoire adhérent de Cap Digital, on est à plus de 10 millions d'habitants. Voilà. Quelques chiffres clés sur la dimension R&D dont on va beaucoup parler aujourd'hui depuis la création du pôle, il y a donc 17 ans maintenant. On a reçu, vous le voyez, plus de 3300 projets de R&D qui ont été reçus et audités. À peu près la moitié, 1825, ont obtenu un label Cap Digital et encore la moitié de ces 1825, 900, ont été financés. Sur la dimension accélération, ça va être moins le sujet aujourd'hui, hormis pour, l'IIC Accelerator. Mais sachez que, à peu près, 85-90 des, entreprises qui ont bénéficié de nos services d'accélération et ou de nos programmes de R&D, ont, levé, des fonds, en 2022. On n'a pas encore tout à fait finalisé la consolidation des chiffres 2023 sur ce volet, levée de fonds, mais c'est en cours et c'est près d'1 milliard d'euros qui ont été levés par les entreprises adhérentes de Cap Digital.
Sachez également qu'on opère, de nombreux programmes de transformation numérique. Par transformation numérique, on entend à la fois des programmes d'innovation collaborative qui réunissent, des startups, des PME innovantes et des grands comptes ou des acteurs territoriaux pour les faire travailler ensemble et répondre à un besoin, bien cadré, bien précis. Et puis, ça peut être, aussi des missions, d'acculturation, ça peut être des learning expéditions qu'on fait pour le compte, de, grands groupes, au sein de grands, événements, européens. Ça peut être des mises en relation qualifiées, bref. On aide toutes les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à opérer leur transformation numérique. Et puis, au niveau européen, on a connu une belle, courbe de croissance, au cours des 5 dernières années, depuis 2018, environ. Aujourd'hui, Cap Digital, est ou a été impliqué dans plus de 40, projets européens. C'est 7 qui sont en cours actuellement, qui étaient déjà en cours sur 2022. On en a à peu près autant sur, 2023, puisque ce sont généralement des projets qui durent 3, 4, 5 ans. C'est l'équivalent de 300 partenaires européens avec lesquels nous avons travaillé directement au sein, ces projets européens. Donc ce qui nous permet d'avoir un maillage extrêmement étendu, d'acteurs de soutien à l'innovation au niveau européen. Voilà. Un mot pour vous dire que si vous n'êtes pas encore adhérent de Cap Digital, c'est évidemment le bon moment pour le devenir. L'adhésion, est, relativement peu coûteuse, hein, notamment pour des startups et PME. On commence à 350 € hors taxes annuelles pour une adhésion à Cap Digital. Ça, c'est le coût pour la première année et les années suivantes, on passe à 550 € et puis vous le voyez, pour les autres structures, que ce soit des établissements d'enseignement de formation ou de recherche, des investisseurs, des associations d'entreprises, des intercommunalités, le tarif est évidemment plus important. Vous pouvez, je ne crois pas que nous en avons aujourd'hui, mais si des ETI, des EPIC ou des, grandes entreprises sont présentes, elles peuvent nous contacter directement pour qu'on leur présente, le montant de l'adhésion grand compte et les services associés. Voilà, je tiens aussi à vous dire que nous avons une équipe animation et relations adhérents qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des membres, de, Cap Digital. Une, équipe de, 6 personnes qui est dirigée par Benjamin Gans, notre directeur animation et relations adhérents. Et si vous avez la moindre question sur ce sujet, adhésion, comment est-ce que Cap Digital m'accompagne? Quels sont les services réservés aux adhérents? Même pour les plus petits adhérents startups et PME, n'hésitez pas à contacter Benjamin et l'équipe animation à l'adresse animation@capdigital.com. Voilà pour l'introduction rapide de, ce qu'est Cap Digital. Je laisse la parole tout de suite à mon collègue Alexandre Chaffotte, responsable de programme R&D, qui va vous expliquer plus spécifiquement ce qu'est la R&D chez Cap Digital. Alexandre, c'est à toi. Merci Antoine, bonjour à tous. Oui, on va faire un petit focus sur, l'accompagnement qu'on vous propose, en termes de RDI pour, voilà, pour le montage et le dépôt de vos projets d'innovation et auprès de guichets de financement. Donc on est 2, Arthur et moi. Vous pouvez nous contacter à tout moment sur, projet@capdigital.com, dès que vous souhaitez, vous avez un projet en tête et vous recherchez des guichets de financement et souhaitez un accompagnement. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va mobiliser, dans le cadre de votre projet, notre, réseau d'experts. Donc c'est, comme l'a dit, Antoine, on a à peu près 170 experts qui permettent d'adresser, un petit peu voilà, tous les secteurs métiers que nous on couvre, donc santé, ville durable, éducation, formation, industrie culturelle et créative, et aussi le retail. C'est aussi des experts, on a aussi des experts qui sont spécialisés par technologie, briques technologiques, selon ce que vous voulez faire. Donc voilà, on a un tissu assez large pour adresser, tous vos projets sous ces différentes dimensions. Hem, alors pour l'ARD, en gros, l'ARD, en général, elle se décompose en, 3 types, d'activités. Donc ça peut être de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental que vous retrouverez en général, dans les grilles de financement des opérateurs. Dans le cadre de France 2030, voilà, qui est le principal guichet pour nous, à l'équipe RD en dehors du guichet européen qui sera présenté, plus tard. Vous pouvez, les types de financement que vous aurez accès, ça sera en général soit du Minimi, qui est 300, voilà, qui permet 300 € d'aide publique sur 3 années, fiscales, consécutives.
et qui là n'est pas conditionné par des régimes d'exemption, donc c'est ouvert à tous. Et après, on doit aller sur des, on peut aller aussi sur des régimes exemptés. Donc là, le principal régime pour des projets de recherche, développement et d'innovation, ça serait le régime RDI. Qui en gros, voilà, vous permet d'octroyer des financements à taux variable selon un petit peu différents paramètres, la taille de votre entreprise, plus vous êtes petit, plus vous serez financé. Selon, bah, le type de recherche, hein, que vous faites, fondamental, c'est 100 puis après on descend, voilà, beaucoup plus bas, pour aller jusqu'à développement expérimental. Et aussi selon si vous faites du collaboratif, vous avez un bonus, quand vous faites du collaboratif avec, d'autres partenaires, que ce soit académiques, autres entreprises. D'où l'intérêt aussi des projets collaboratifs pour bonifier son taux d'aide. Après voilà, ça c'était vraiment les principaux régimes. Après, c'est pas exclu que vous soyez financé, dans le cadre d'un projet d'innovation par d'autres types de régimes. Moi, j'en ai déjà vu, par exemple, aide aux PME innovantes. Voilà, ça existe aussi. Après, nous, ce qu'on va faire dans le cadre, de l'accompagnement qu'on propose dans l'équipe, RDI, c'est, bah, tout d'abord tout ce qui est sensibilisation comme, aujourd'hui, où on présente un petit peu l'actualité des appels à projets, que ce soit régionaux, nationaux et européens, tout en sachant qu'actuellement, voilà, elle est assez soutenue l'actualité au niveau France 2030 national. Donc voilà, ces webinaires sont ouverts à tous. Après, sur certains appels à projets qui sont un petit peu plus dans notre cœur de enfin, au cœur de nos activités et de ce qui est recherché par nos membres, on va organiser aussi enfin non, des ateliers plus thématiques, en présentiel réservés aux membres où, voilà, on fera un focus sur un appel à projet en particulier et par exemple, la semaine prochaine, le 16 mai, on accueillera les financeurs pour tout ce qui est, l'appel à projet, IA générative qu'on va reparler après, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez poser la question, dans le chat pour, heu, pour cet appel à projet. Après, pour l'accompagnement, donc ça c'est là on entre dans tout ce qui est réservé aux membres. Donc l'accompagnement, ce qu'on va faire, c'est, déjà on va un petit peu voilà, on vous propose un entretien individuel dans lequel on peut regarder votre éligibilité au sens large. C'est-à-dire, voilà, il y a des petites conditions pour pouvoir participer aux appels à projets. On peut regarder avec vous, si vous pouvez rentrer dedans et si oui, vers quel dispositif plutôt vous vous orientez selon l'assiette de votre projet et cetera, son thème, ce genre de choses et trouver le guichet le plus approprié pour vous. On peut aussi, à l'issue de voilà, de ce rendez-vous individuel, si vous émettez un besoin de recherche de partenaires pour un projet ou vous recherchez, voilà, une compétence spécifique pour candidater un appel à projet ou, des partenaires, pour tester des solutions. On peut faire la mise en relation avec, tous les types, de partenaires, enfin, de membres de la communauté Cap Digital, donc, de la start-up, du grand compte, des académiques, des collectivités, des terrains d'expérimentation et cetera. Après ce qu'on va vous proposer aussi, c'est voilà, d'entrer dans le processus de labellisation dans le cadre, une fois que vous avez défini un guichet, que vous avez un projet, que vous avez que vous êtes en cours de construction, de finalisation et la labellisation, alors, en gros, ça va être une analyse en conditions réelles, donc les conditions de dépôt de votre projet, par notre réseau d'experts qu'on vous a présenté et ils vont faire une relecture, critique. Si vous adressez à nous avant, cette relecture critique, ça t'intéresse, et aussi de faire des suggestions, recommandations pour améliorer votre dossier avant son dépôt, si vous voulez intégrer les commentaires des experts dans l'idée de vous aider à améliorer, voilà, sa construction avant dépôt et aussi pour, le deuxième intérêt, c'est qu'on vous attribue effectivement le label, si votre projet est jugé d'assez bonne qualité par, les experts qui l'ont examiné, et ce label, on va le déposer auprès des différents opérateurs, voilà, France 2030 notamment qui reconnaissent ce label et qui permettent, d'avoir une bonification dans l'instruction. C'est marqué dans certains cahiers des charges.
Après, une fois que vous êtes financé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à vous suivre en vous offrant de la visibilité sur votre projet, sur vos outputs, ce que vous produisez dans le cadre du projet, donc que ce soit par site internet, médias sociaux. Et on retrouvera sûrement l'équipe d'Antoine ou des newsletters. Et après aussi des événements, de la mise en réseau, etc. Et tout ce qui est, bien entendu, avec ça, la valorisation auprès de l'écosystème français et européen, suivi des relations avec les financeurs. On peut poursuivre l'accompagnement sur un côté industriel et commercial. Et donc ça, c'était pour la présentation de ce qu'on fait en RD. Et je vais passer la parole à... Ah, il y a une question. Ok. La question serait... Question de Yvan Thomas. Bonjour, peut-on trouver un catalogue des projets de R&D supportés par Cap Digital, notamment dans le domaine de l'IA et du traitement automatique du langage? Alors en gros, les appels à projets, les appels à projets supportés par Cap Digital, c'est ce qu'on balaye dans le RD Corner, hein, tout ce qu'on présente ici, c'est des choses qu'on suit. Et pour tout ce qui est un petit peu IA et traitement automatique du langage, c'est des choses qu'on suit forcément, parce que c'est partie du cœur d'activité de notre communauté. Voilà. La question était moins sur les appels que sur les projets, je pense. Ah, ok, pardon. Est-ce qu'on a un catalogue? Je sais pas, il faudrait qu'on regarde. On ne l'a pas publiquement, mais on le fait à la demande pour les adhérents, de sortir effectivement les projets à la fois en mode catalogue, donc avec une liste et une description succincte. Et puis Yvan, si parmi cette liste-là, certains projets vous intéressent, vous voulez en savoir plus, on peut soit vous en dire un peu plus, soit vous mettre directement en relation avec les porteurs de projets. Ok. Je vais proposer de laisser la parole à Synergie pour présenter l'EIC Accélérateur. Alors, Mathéa, est-ce que... Ouais, voilà, vous êtes en train d'arriver. Parfait, nous vous laissons le micro. Bonjour, c'est Mathieu qui va commencer. Tu m'entends? Tu es là, Mathieu? Alors, Mathieu n'est pas sur scène. Mathieu, il faut que vous demandiez à monter sur scène pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, c'est parfait. C'est à vous. Parfait. Désolé. Mais bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette présentation. Et merci à Cap Digital, Alexandre, Antoine, de nous avoir invités à présenter ce dispositif, faire un focus sur l'IAIC Accelerator. Pour nous présenter rapidement, Mathéa et moi. Donc, Mathéa et moi sommes associés au sein du cabinet Synergie. Synergie est un cabinet de conseil en stratégie, financement, d'innovation. On est spécialiste sur les enjeux de financement non dilutifs, donc des financements publics, financements fiscaux, aides bancaires, dédiés vraiment à financer la recherche, le développement et l'innovation. Côté Mathéa, ça fait une vingtaine d'années que Mathéa travaille sur ce sujet-là et elle est notamment experte évaluatrice auprès de la Commission européenne sur l'évaluation de programmes, de projets de recherche et développement qui demandent des financements dans le cadre d'Horizon Europe. Avant cela, c'était H2020. Donc, Mathéa exerce ce rôle d'experte évaluatrice depuis 2006. Et quant à moi, je suis également dans ce domaine depuis 22 ans. J'avais travaillé d'abord chez des financeurs et organismes publics, puis dans le privé depuis 2005, dans l'accompagnement et le consulting dans ce même métier. Voilà. Et au sein de Synergie, on a plusieurs experts référents, référencés auprès du Diag Europe, Diagnostic Europe, dédié à l'accompagnement financier, au montage de ce type de programme, voilà, qui référence bien l'expertise qu'on peut avoir sur ce sujet. Pour entrer dans le cœur justement de ce qu'est l'EIC Accelerator, parce qu'il y a eu notamment des changements cette année, je vais d'abord, en introduction, vous présenter le programme dans lequel s'inscrit EIC Accelerator, qui est un dispositif de financement. C'est un dispositif au sein du programme Horizon Europe. Et Horizon Europe, c'est le programme phare de la Commission européenne dédié au financement de la recherche et de l'innovation sur une période de 7 ans. Voilà, c'est à peu près 95 milliards d'euros qui est mis sur la table par la Commission européenne
pour financer des projets dans le domaine de la recherche, du développement et d'innovation. Alors, après, tout cela, ça se structure, je vais être synthétique, hein, et notamment par piliers dans lesquels, bien sûr, les budgets sont répartis. Le pilier 1 est plutôt dédié à la recherche fondamentale, puisqu'on va y retrouver des financements d'infrastructures dans les laboratoires, des financements aussi d'échanges, de bourses post-doc ou de bourses de thèse Marie Curie. Le pilier 2, quant à lui, est vraiment un focus autour des priorités politiques de l'Union, autour de problématiques sociétales, voilà, dont le développement durable. Et on y trouve bien sûr ici les thématiques. Et dans le cadre de ces thématiques, chaque année, il va y avoir un work programme, tous les 2 ans, des programmes de travail ou work programme qui va détailler l'ensemble des appels à projets thématiques de manière assez précise, attendus et auxquels on peut postuler. Voilà. Ce sont majoritairement des projets collaboratifs dans ce cadre-là. Enfin, le pilier 3, dans lequel s'inscrit le ICE Accelerator, est dédié plutôt au financement de l'innovation, les écosystèmes européens d'innovation, où on peut trouver là de l'animation, des partenariats entre des pôles de compétitivité, des incubateurs, autres organisations publiques, parapubliques, et on y retrouve bien sûr l'EIC et le ICE Accelerator. Voilà. Bien sûr, dans ces programmes-là, le digital a une place. Le ICE Accelerator, on y viendra, mais dans les programmes thématiques que l'on voit, on y trouve bien sûr dans le cluster numérique, industrie et espace différents sujets autour des technologies quantiques, autour de l'espace et de la conquête spatiale, des télécommunications, etc. Et puis, on y trouve bien entendu aussi une place du numérique sur toutes les autres verticales. Le numérique, on va le trouver dans la santé, dans la culture, dans la food. Et donc, bien sûr, il peut y aussi y avoir des opportunités dans ce cadre de ce programme-là. Maintenant, on va plutôt... avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous présenter un peu comment ça s'organise d'un point de vue positionnement de vos projets, positionnement aussi et attente des différents programmes de financement. En bas, en abscisse, on y voit le niveau de TRL. Le TRL, c'est le niveau de maturité technologique. Hein. À TRL 8, c'est une mise sur le marché. TRL 2, on est sur des niveaux de laboratoire, recherche très fondamentale. Les programmes collaboratifs qu'on vient de voir, Horizon Europe, Cluster 2, vont plutôt être dans des TRL de 2 à 6, hein, avec des financements de projets qui sont soit de 100% sur les programmes très recherche, soit de 70% sur les projets plus proches de l'innovation avec des TRL 4-6. L'Eurostars, qui est un programme européen également dédié PME, et sur des programmes TRL 5 jusqu'à 7 en fin de projet. Et le ICE Accelerator, dont on va parler là maintenant, il est plutôt pour des projets où, au moment où on postule, on est sur un niveau de maturité de TRL 6, et l'objectif, c'est la mise sur le marché. Voilà. Et donc, on va vous présenter avec Mathéa maintenant, plus dans le détail, et faire un focus sur ce programme-là spécifiquement. En fait, le ICE Accelerator, l'IAIC, c'est un programme de soutien financier qui mixe à la fois des subventions et une partie invest equity. Voilà. Plus des business accélération services, qui sont des services pour les lauréats, d'accompagnement par des experts, par des pairs qui sont identifiés selon vos besoins. Voilà. La cible de ce programme, c'est la PME innovante européenne, bien sûr, mais en particulier les startups deep tech. Et depuis 2 ans, il y a vraiment, on voit une prépondérance des projets très deep tech dans le cadre de ce dispositif et qui présentent un fort potentiel de croissance. Voilà. Mais bien entendu, avec un certain niveau de maturité. C'est-à-dire qu'on a une vision de ce qu'on doit faire, des jalons à franchir pour le passage à l'échelle. La partie subvention, elle est jusqu'à 2,5 millions. On va rentrer un peu plus dans le détail, slide d'après. Et la partie invest jusqu'à 15 millions. Voilà. Après, le fonctionnement, c'est soit on répond sur un programme open, ça veut dire qu'on peut y aller avec toute thématique, ou alors sur des challenges thématiques que je présenterai dans une slide juste après. Il est préférable d'aller sur challenge que sur l'open par rapport au taux de succès.
parce que c'est un dispositif qui reste quand même très compétitif, qui a des taux de succès inférieurs à 10%, voire bien moins selon les cut-offs que les deadlines, en tout cas qu'on peut avoir. Cette année, en 2024, il y en a deux. Il y en a une qui est passée en mars, la prochaine sera en octobre. Alors, la composante subvention, qu'est-ce qu'elle finance? Elle finance la fin de la R&D. Ça finance le développement pour passer l'intérêt L5-6 à intérêt L8 pour une mise sur le marché. Le taux de financement, donc le fonctionnement, c'est qu'on présente un budget pour passer de ce TRL 6 à 8 et l'Europe va financer à hauteur de 70% du budget qu'on présente. Voilà. Mais jusqu'à 2,5 millions. C'est un plafond. Depuis, une des nouveautés, c'est que maintenant, c'est une somme forfaitaire. C'est qu'il n'y a plus besoin d'un reporting financier précis, de justification de toutes les dépenses qu'on a eues, mais plutôt un reporting d'activité. Et un étalement des dépenses selon l'atteinte de jalons liés à la description des lots, des work packages qu'on aura fait. Voilà. La partie invest, maintenant, equity, elle est sur une durée de 2 à 7 ans. Voilà, ça veut être complémentaire, c'est-à-dire que les aides publiques, subventions, sont plutôt dédiées à des tâches de R&D, donc c'est là qu'il faut être précis sur ce que l'on présente, et la partie equity, elle est plutôt sur le déploiement marché, de l'export, l'industrialisation, donc il peut y avoir du capex, des investissements dans des domaines industriels, le passage à l'échelle et la structuration organisationnelle de l'entreprise, des services marketing, commerce, des recrutements de direction, de management, d'outils, etc. En gros, tous les éléments pour justement ce passage à l'échelle. Et c'est très important d'être précis sur ce passage à l'échelle, comme pour une levée de fonds en fait. C'est la même chose, c'est une levée de fonds dans une logique de co-investissement. C'est-à-dire que l'Europe, dans ce cadre-là, va rechercher à être co-investisseur auprès d'autres fonds. Donc, il s'agit bien entendu de se positionner sur ce programme-là quand on a une vision claire de ses objectifs. On le précisera en synthèse de la présentation. Voilà. Donc, là, on a mis un peu de délai. Mathéa le présentera plus en détail sur les objectifs que se donne la Commission européenne en termes de timing pour gérer à la fois le premier règlement, le premier paiement de subvention suivant le processus d'évaluation du projet, et ensuite sur la partie due diligence, sur la partie invest, qui est bien sûr plus longue, avec 18 mois maximum. C'est la cible que se fixe l'Europe, puisqu'il y a eu quand même des dérives ces dernières années sur ce sujet. Voilà. Maintenant, pour le focus sur les challenges, le UX Accelerator, bien sûr, il y a l'open où on peut postuler sur peu importe la nature de son projet. En revanche, cette année, on a listé ici les challenges, donc dans le domaine de l'IA générative, dans le domaine de la réalité virtuelle, réalité augmentée appliquée au secteur industriel, les nouveaux processus de fermentation, nouvelles protéines dans le domaine novel food, et bien sûr dans la santé, anticorps monoclonaux, et puis énergie. On voit une idée des budgets par call. Donc, bien sûr, si on a un projet qui rentre dans un de ces thèmes, il est préférable de postuler un challenge. Je me répète, mais c'est vraiment important. Les taux de succès sont un peu supérieurs. Voilà. Mathéa, maintenant, va vous présenter plus en détail les nouveautés de 2024 et après, un peu plus de précision sur les processus. Voilà, Mathéa, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc dans les nouveautés de l'EIC Accelerator 2024, c'est vraiment d'aller vers des évolutions enfin, par rapport à l'historique de la candidature, la Commission européenne a voulu que ça soit plus efficace, et notamment, là, il y a une véritable volonté d'accélérer la participation effective de l'EIC Fund, c'est-à-dire la BEI, la Banque européenne d'investissement, en capital. Donc ça, c'est vraiment une chose où, pour les lauréats, l'idée, c'est d'avoir dans les 6 mois la term sheet de la BEI
Et dans les 18 mois de boucler la due deal avec les co-investisseurs privés, puisque l'EIC Fund co-investit avec des investisseurs privés, et ce tour de table doit être mené par un investisseur privé et un nouvel investisseur privé. C'est quelque chose qui est aussi assez important à avoir en tête, puisque ça fait partie des atouts si on a déjà identifié un nouvel investisseur au moment de la candidature. C'est un atout à mettre en avant dans la candidature. Donc vraiment cette idée d'accélérer le processus, puisqu'il y avait eu des soucis, hein, soyons clairs, hein, sur les premières applications, les premières candidatures. Aussi de rendre la première étape, on verra après le fonctionnement en étapes de la candidature. La première étape de la candidature, la short application, donc la candidature, on va dire synthétique, de la rendre beaucoup plus sélective. Et c'est vraiment le cas, hein, à partir de 2024, c'est effectivement plus sélectif. Après, il y a aussi une vidéo de 3 minutes qui était indispensable uniquement au départ pour la première étape, qui est aussi indispensable pour la deuxième, pour pas créer de biais après dans l'évaluation des candidatures, notamment qui ne passent pas la première étape, dans le sens qui bénéficient d'un fast track ou d'un plugin, qu'on verra après aussi, de dispositifs qui peuvent directement aller en deuxième étape. Donc voilà, c'est une volonté aussi de la commission de chaque étape, en fait, qu'il y ait des cloisonnements complets, des évaluations, pour pas créer de biais. Donc chaque étape, en fait, chaque fois, ce sont des nouveaux évaluateurs. Donc il faut convaincre à chaque fois des nouveaux évaluateurs à chaque étape. Donc c'est vraiment très sélectif au final. Le fonctionnement aussi en somme forfaitaire, donc sur la partie grant, sur la partie subvention, donc sur la subvention qui va financer les 2 ans de travaux pour porter votre technologie d'un TRL 5.6 à un TRL 8. Précédemment, ça fonctionnait comme tous les dispositifs, les projets financés par la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y avait un reporting financier assez précis, c'est-à-dire qu'il fallait montrer, il y avait une obligation de moyens financiers, c'est-à-dire qu'il faut montrer que vous dépensez ce que vous avez prévu avec des allocations de dépenses comme prévu, notamment en termes de sous-traitance, de dépenses internes de personnel, etc. Cette logique est terminée à partir de 2024, ce qui est beaucoup plus léger après en reporting si vous êtes lauréat, mais ce qui demandera aussi d'élaborer un work programme, un plan de travail avec des work packages bien définis et dont la complétude fera foi pour obtenir le versement. Donc c'est on va dire une logique différente, mais la logique c'est quand même de laisser une latitude justement aux bénéficiaires pour utiliser l'argent en subvention pour obtenir les résultats, quoi. Donc c'est quand même là, je dirais clairement un bénéfice de l'évolution de l'EIC. Donc vraiment en termes de reporting financier, ça sera inexistant en fait, hein. Ça sera vraiment du reporting d'activité plus que du reporting financier et de complétude des résultats par rapport à chaque work package qui a été présenté. Et enfin, on n'a plus la possibilité, ça c'est assez important parce que il y avait à l'époque, maintenant à partir de 2024, on n'a plus la possibilité de demander une option qui s'appelait Grant First, c'est-à-dire qu'on se laissait un délai d'1 an, 1 an et demi, quoi, grosso modo, pour demander la partie en capital et savoir vraiment calibrer les ressources nécessaires et puis aussi comment le schéma aussi d'investissement quand on a déjà des investisseurs, par exemple, pour demander la partie en capital à l'EIC Fund, donc à la BEI, et intégrer de nouveaux investisseurs. Donc cette option n'est plus disponible, donc on est obligé de faire une demande en blended, c'est-à-dire une demande
en subvention et en capital. Donc, on doit avoir déjà à l'étape 2 de la candidature à la full application une vision claire des besoins en capital et du schéma, on va dire, d'investissement qu'on souhaite mettre en place grâce à l'EIC Accelerator. On peut aller sur l'autre diapo. Et donc voilà, pour faire un rappel du processus de sélection EIC. Donc il y a une première étape qui est la short application, donc qui devient, on n'a pas beaucoup de statistiques en fait sur les taux de réussite parce que cette étape on soumet en continu. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux de livrer des statistiques sur les taux de succès. Donc on l'estime globalement à voilà, un tiers, on va dire, de succès. Mais on n'a pas, en tout cas, on n'a même pas du tout de nouvelles statistiques là sur 2024. Donc ça, cette étape, elle consiste, elle est assez courte, à déposer. Donc c'est en continu, mais il faut la déposer bien avant. On va voir après sur le timing à prendre en compte, bien avant la deadline, le cut-off visé. Et en 2024, il y a 2 cut-off, un qui est déjà passé. Le cut-off, c'est pour l'étape 2, c'est la deadline de l'étape 2. Donc, le cut-off du 13 mars qui est déjà passé et le cut-off du 3 octobre. Donc, en fait, il ne reste plus qu'un cut-off. Et donc, il faut anticiper le dépôt de cette candidature étape 1 parce qu'on a, on a expérimenté là 7 semaines, plus de 7 semaines même d'évaluation de l'étape 1. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir être sélectionné et préparer l'étape 2 et la déposer avant le 3 octobre 17h sur la plateforme, il faut plus ou moins la finir fin mai, cette étape 1, la déposer fin mai, mi-juin, voire fin juin maximum. Voilà, pour pouvoir être prêt et avoir au moins le mois de septembre pour préparer la candidature phase 2. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Cette short application se compose d'un pitch deck, donc un PowerPoint de 10 slides, c'est assez ferme, d'une vidéo de 3 minutes en anglais. Donc on ne demande pas des vidéos très élaborées, mais on aime voir déjà finalement voir en vidéo l'équipe dirigeante et certainement l'équipe dirigeante qui serait aussi présente aux interviews, c'est-à-dire à l'étape 3. Voilà, donc on pourra répondre à vos questions sur les préconisations, les recos sur ces sujets. Un dossier de 12 pages qui présente essentiellement le problème, la solution que vous apportez avec votre technologie à ce problème. Ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est-à-dire vraiment on cherche les gains relievers, mais pas que du bénéfice, mais vraiment pain relievers, désolé, vraiment vraiment ce qui va solutionner un problème, la proposition de valeur, le breakthrough potential, donc vraiment le niveau d'innovation, de rupture quand même qui est visé. Une étude de marché, de bien connaître votre marché et la compétition, vos avantages compétitifs, concurrentiels. Le potentiel de mise à l'échelle et la partie, ils appellent ça broader impact, c'est-à-dire les impacts larges du projet en termes sociétal, économiques, environnementaux. Voilà. Donc cette étape 1, on verra après sur les critères, devient assez sélective. Cette étape 1 peut être bypassée, on peut arriver directement en étape 2 en utilisant des passerelles comme le dispositif plugin BPI France, pour lequel certains d'entre vous peuvent être éligibles. Notamment, il faut être primo-candidat, le IC Accelerator, et avoir bénéficié par exemple d'un iLab, etc. Donc c'est en général la BPI France, l'équipe d'Emilio Carrera qui screen, qui détecte les candidats et qui d'ailleurs les contacte directement pour bénéficier de ce dispositif. Il y a aussi des fast track
qui sont organisées par les plateformes européennes type EIT Health, EIT Kikino Energy, enfin voilà, toutes ces plateformes qui fournissent aussi des solutions pour arriver directement en candidature. Mais il y a évidemment une sélection aussi à ce niveau-là, mais elle se fait au niveau national chez les pays ou au niveau européen via ces plateformes avec des experts sectoriels. L'étape 2, c'est vraiment l'étape la plus sélective et c'est là où on va dérouler, on va dire, la candidature exhaustive, dirons-nous, qui prépare. C'est pour ça que c'est vraiment, il faut être dans une phase de levée de fonds pour capitaliser tout ce qui va être réalisé sur cette candidature pour de manière générale une levée de fonds, parce que c'est plus ou moins ce qu'on va vous demander dans une due deal. Donc, il y a une description exhaustive du projet de 50 pages où on va décrire l'innovation, le business case, toute la partie, on appelle ça implementation, mise en œuvre, avec le work plan, les work packages subventions sur les 2 ans, les work packages equity en capital sur une durée en général plus étendue. La partie commercialisation, accès sur le marché, la partie réglementaire, s'il y a des problématiques réglementaires, tout ce qui est aussi risque, avec la notion de high risk, high gain, donc un projet non risqué n'est pas vraiment dans le cadre de l'EIC. Le pitch deck aussi, qui doit être soit revu par rapport à l'étape 1 ou soit voilà. Ce pitch deck, ce qui est important, c'est qu'il doit être bien conçu pour être pitché pendant 10 minutes à l'oral, parce que celui qui est déposé à l'étape 2 ne peut pas être revu si vous êtes sélectionné à l'oral. Donc, vous êtes obligé de vous débrouiller avec ce que vous avez soumis à l'étape 2. Donc, il faut réaliser un pitch deck qui puisse être fluide avec les intervenants que vous voulez faire intervenir pour un éventuel oral si vous êtes sélectionné, sur 10 minutes. Donc ça, c'est assez aussi important à avoir en tête. Une vidéo, ça c'est nouveau aussi, du coup de 3 minutes aussi de présentation de la société du projet. Une étude Freedom to Operate, réalisée idéalement par un cabinet de pays spécialisé. Un data management plan aussi, qui devient de plus en plus important, surtout quand il y a des notions de RGPD, d'agrégation, différentes sources de données, etc. Aussi, quelque chose d'extrêmement important, c'est les Memorandum of Understanding ou Letter of Interest à collecter auprès de futurs clients, prospects, aussi acteurs de la chaîne de valeur essentiels. Donc toutes ces lettres, on va dire, qui montrent le soutien ou la volonté d'acheter, on va dire, la solution dès qu'elle sera mise sur le marché ou d'expérimenter. Et toute la partie, évidemment, budget, le budget en subvention, le budget en equity et le business plan, ça c'est classique, financier, et ainsi que les CV de l'équipe. Donc cette étape est très sélective. On est de 10 à 20% de succès. Et après, si on est sélectionné, il y a l'étape de l'interview qui est maintenant en présentiel à Bruxelles. Les prochaines interviews seront début juin là pour la session du 13 mars. Et pour la session du 3 octobre, si vous êtes lauréat, ça sera début janvier 2025. Donc ça, c'est une étape extrêmement bien préparée. Et donc là, évidemment, il faut donc c'est un format de 10 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses assez intensives avec un jury de 5 personnes qui viennent des VC, des start-upers et des experts scientifiques, voilà, qui sont jurés. Et enfin, si vous êtes sélectionné, il y a la partie réalisation du contrat de financement avec la plateforme dédiée de la Commission européenne pour la partie grant. Et pour la partie due deal, c'est un peu plus long avec la BEI qui intervient en capital et une due deal à réaliser. Je peux passer à l'autre diapo.
Donc, bon, pour le timing, donc ce que je disais, c'est qu'il faut bien anticiper. Hein. Donc, on l'a déjà dit. Donc, plus de 7 semaines d'évaluation expérimentale en 2024, hein, ça a été très long pour la Step 1. Donc, il faut vraiment l'anticiper. Et si vous avez pour volonté de déposer une candidature, il faut vraiment la déposer déposer la Step 1 très rapidement. La Step 2, par contre, bon, il reste dans les plannings, a priori, hein, donc bizarrement, c'est moins long alors que la candidature est plus exhaustive. Donc, on est à peu près à 6 semaines. Hein, donc, pour un dépôt le 3 octobre, vous aurez, grosso modo, fin 2024, les résultats, si oui ou non, vous passez à Bruxelles en interview. Et si vous passez en interview, ça sera la semaine a priori du 13 au 17 janvier. Donc ça a confirmé parce que parfois ils ont un peu de retard. Voilà. Donc tu peux passer à l'autre diapo. Donc les critères d'évaluation, juste pour les rappeler, puis le processus d'évaluation, c'est important parce que donc en étape 1, il y a 4 experts qui donnent sur les 3 critères globaux, excellence, impact et implementation. Ce qu'ils vont regarder au départ, alors bon, ça c'est à prendre aussi avec des pincettes parce que ce qu'on a pu constater, c'est que à l'étape 1, en fait, même si on donne un condensé de candidatures, en réalité, ils aiment voir qu'on sait exactement où on va et finalement, parfois, ils évaluent plus que ce qui est demandé. Donc, il faut déjà finalement en étape 1 pratiquement avoir les grandes lignes de ce qui est demandé en étape 2. Et sur l'excellence, c'est vraiment ce qui va primer. Donc, c'est vraiment la partie caractère nouveau, d'innovation de rupture. L'évaluation du niveau aussi de TRL actuel. Il faut montrer qu'on est à TRL 5 à minima, voire 6. Le timing dans le sens est-ce que c'est le bon moment pour ça, Mathieu y reviendra, pour demander le IC Accelerator. C'est vraiment ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on ait la sensation qu'on n'a qu'à appuyer sur le bouton et donner l'argent et tout est prêt, l'équipe est prête. Vous avez identifié les recrutements clés, voire les personnes, et qui nous manquent plus que l'argent. Vous avez identifié l'endroit où, enfin, tout ce qui est nécessaire pour l'industrialisation de la solution, la mise à l'échelle. Voilà, tous ces aspects, c'est vraiment pourquoi le demander à ce moment-là. C'est vraiment un projet de scale-up. Il faut être prêt pour ce scale-up. L'impact, donc ça c'est la première étape. On va demander, on va évaluer la partie marché et la partie, ce que j'étais broader impact, et la partie la partie concurrence. Et implementation, on va regarder aussi la partie équipe. Sur la deuxième étape, on a plus on va demander notamment la partie propriété intellectuelle, parce que des brevets, si, on va dire c'est pertinent, parce que dans le domaine logiciel, ça l'est pas forcément. Si des brevets ont été déposés, si on a la freedom to operate sur les applications, les domaines d'application envisagés. La partie aussi, alors là c'est extrêmement important, la stratégie de commercialisation, d'accès au marché et de déploiement sur le marché doit être bien étayée. Le scale-up potentials, donc vraiment l'aspect export, ouverture, enfin comment dire, potentiel de croissance de la solution. Et sur la partie implementation, tout ce qui est work plan, les work packages, les livrables, les milestones, la partie risque, etc. Donc, il y a 4 experts en étape 1 qui vont donner un oui ou non, go, no go, global chacun. Oui, ça passe en étape 2, non. Et il faut en avoir 3 sur 4 pour passer en étape 2, voilà, au minimum. Ce qui est montré aussi, c'est que la plupart des lauréats ont toujours fait l'unanimité aussi en étape 1. C'est la plupart en tout cas. Donc, c'est bien de faire l'unanimité déjà cette étape. Après l'étape 2, il y a 3 experts, mais qui vont évaluer ces 3 critères.
Et donc, ils vont mettre un go, no-go pour chaque critère, excellence, impact, implementation. Et en 2023, il fallait faire l'unanimité. Donc, c'était sur 9. Hein, donc, il fallait faire, chaque évaluateur donne un go sur les 3 critères et pour chaque évaluateur. Donc, pour les 3 évaluateurs. Cela a un petit peu changé. C'est-à-dire, s'il y a un évaluateur qui donne pas un no-go sur un critère, ça pourra passer en consensus. Voilà, afin d'éviter qu'il y ait comme un droit de veto entre guillemets d'un évaluateur. On peut passer, et puis pour l'interview, c'est un jury de 5 personnes. Et là, ça va très vite, hein, la décision. Il faut convaincre les 5 personnes. Et ils donnent un go, no-go global, qui est assez rapide après l'interview, dans les 15 jours à peu près, on le sait, voire 10 jours. Voilà. Donc, des exemples de lauréats français dans le numérique, il y a celui qui a été mentionné par Antoine, hein, dans le Lily.ai, qui est une solution B2B d'assistance virtuelle basée sur l'IA. Donc, globalement, bon, pour donner juste un peu, il y a quand même beaucoup de lauréats dans le domaine des TIC, TIC pur ou TIC appliqué, transverse. On peut, par exemple, dans le dernier rapport d'impact, il y a à peu près plus de 100 projets qui ont été financés sur l'IA, 100 projets lauréats EIC, hein, dont représentant plus de 500 millions d'euros. Donc voilà, depuis le début du programme. Donc ça montre quand même qu'il y a une importance sur ce sujet donné, hein, par la Commission européenne, et beaucoup de lauréats représentent le domaine. Et après, dans pur TIC, c'est-à-dire pas forcément appliqué à un domaine, on a 50 projets dans les TIC lauréats. Et dans les projets français dans le numérique, alors je ne sais pas d'ailleurs dans quelle case ils l'ont mis, on a aussi dans le dernier call de novembre, il y a De Facto Technologies, qui est une entreprise grenobloise qui commercialise des outils logiciels pour la réalisation de circuits intégrés complexes avec l'automatisation de sous-systèmes des circuits. On a aussi Sarus Technologies, qui n'est pas mentionné ici, qui est lauréat du call de juin 2023. Qui développe des couches de pseudonymisation, anonymisation en fait, hein, de data massive, qui sont critiques, un type données santé, etc. Qui développe une solution intégrée pour ça. Voilà, et qui a été lauréat aussi dernièrement, et qui est une entreprise française, pour donner un peu des exemples. Hein. Et donc voilà, on a quand même des beaux lauréats en France sur le sujet du numérique, et après il y a des sujets assez deep tech. Voilà, donc je laisse Merci. Mathieu. Merci Mathéa. Donc pour résumer, pourquoi y aller? Ça c'est la slide de synthèse. Bon, le financement, il est sans équivalent, hein, au niveau national ou européen, à la fois sur le taux de financement pour financer la fin de la R&D. 70% et 2,5 millions de subs, plus de l'equity, avec l'effet label, hein, de l'EIC Fund sur tout ce qui est stratégie de financement haut de bilan, equity. Ça fait une visibilité à l'échelle européenne. Je trouve mes champions européens, parce qu'on voit bien que le processus est complexe. Il y a beaucoup d'experts qui analysent le dossier, à la fois sur la partie rédactionnelle, mais en plus lors de l'oral, où c'est pas forcément les mêmes typologies d'experts qu'on a en face de nous. Ça montre donc une crédibilité, hein, sur l'entreprise, et ça a un effet structurant, c'est-à-dire que monter ce genre de dossier, c'est un business plan très détaillé, entre pitch deck, la vidéo, le BP financier, le freedom to operate, toutes les composantes des différentes fonctions d'une entreprise. Quand je dis fonctions dans l'organisation, hein, les ressources humaines, la gestion de la propriété intellectuelle, la finance, l'aspect technologique, industriel, marketing et sales commercial, sont des éléments qui sont analysés. Il faut vraiment avoir pensé à tout ça et être mature dans la roadmap qu'on se fixe. Voilà. Et donc, c'est important de pouvoir y aller, de se dire, tiens, est-ce que je peux être accompagné? Il y a le BPI met en place ce Diag Europe qui finance une prestation.
en subvention. Il y a les écosystèmes, les pôles de compétitivité. Cap Digital présentait tout à l'heure tout son accompagnement, et c'est important de aussi pouvoir bénéficier de leurs experts et des labels. Il faut vraiment être mature. À quel moment y aller? On en parlait en introduction. Il faut avoir cette roadmap précise sur toutes les composantes que je viens d'expliquer, parce que il faut le détailler, notamment dans le step 2 de ce dossier. Le dossier est assez complet et doit être précis sur tous ces enjeux. Voilà. Donc, avoir sa stratégie financière, c'est important. Et le niveau de maturité, on doit le prouver. C'est-à-dire, on doit prouver qu'on a déjà passé certains verrous et que le reste, maintenant, on est dans le fin de développement pour ensuite une mise sur le marché. Donc, tous ces éléments doivent être précis. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, en faisant un rétro-planning par rapport au cut-off et aux différents processus de sélection, de choisir la bonne fenêtre de tir pour y aller. Et ça, c'est un élément important. Ni trop tôt, ni trop tard. Mais rien n'empêche de déposer une fois, peut-être un peu trop tôt, pour avoir une première expertise. Si ça passe, tant mieux, bien sûr. Et ça donne aussi des éléments pour potentiellement pouvoir repostuler, parce qu'on ne le dit pas, mais il y en a beaucoup de lauréats aussi qui n'ont pas postulé qu'une seule fois à ce dispositif. On a le droit à d'autres chances. Voilà, mais néanmoins, il y a des enjeux rédactionnels sur les phases step 1, step 2, où tous les éléments doivent être précis. Et après, c'est comme si on rabattait les cartes quand on va à l'oral. Là, on est vraiment dans une logique de pitch deck, comme pour une levée de fonds. Il faut convaincre sur d'autres éléments, sur la structuration financière, la plan de financement, et convaincre de la capacité d'atteindre un marché. Voilà. Donc, tous les éléments aussi annexes à un dossier qui permettent de convaincre que l'entreprise est mature et qu'il y a un besoin de marché seront là. C'est-à-dire que des lettres d'intérêt, des lettres de soutien de clients finaux, etc., seront des éléments en plus qui apporteront une pertinence et une cohérence dans le dossier. Voilà. Et donc, voilà pour résumer, un financement intéressant, une certaine rigueur attendue dans le contenu et la typologie de ce dossier, et enfin, y aller au bon moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on essaie de tenir le compteur, on est à peu près dans les temps. Vous avez aussi nos coordonnées ou via Cap Digital. Merci beaucoup. A priori, moi, je ne vois pas de questions ou c'était déjà répondu par Mathéa en direct. Donc, voilà. Oui, après, si... sur les aspects aussi, en effet, high risk, high gain, c'est extrêmement important de montrer ça. Et c'est vrai que sur les TIC, c'est particulièrement parfois difficile de montrer cet aspect high risk, high gain, qui est beaucoup plus simple, par exemple en biotech santé. Et ça va être d'ailleurs tout l'enjeu d'un projet de technologie et de l'information et de la communication versus des secteurs, on va dire, où on a, on va dire, des risques, des verrous technologiques ou scientifiques très clairs, avec on va dire, une réglementation, un accès au marché clair, etc. Donc, cet aspect est particulièrement à mettre en exergue sur les projets TIC. Bon, on me demande de préciser pour le step 1. Je ne sais pas si... Préciser quoi? Quel est le sens de la question? Préciser quoi, oui. Les raisons de no-go. En step 1. En step 1, les raisons de no-go, c'est par rapport à l'ESR, l'Evaluation Summary Report, qui donne les commentaires de pourquoi il y a eu des no-go, un no-go d'un expert ou d'un autre. Donc, il y a 4 experts. Et donc, s'il y a 2 no-go, ça veut dire que le projet ne passe pas en étape 2. Et ils étayent les raisons pour lesquelles
ils n'ont pas voulu. Ça peut être différentes raisons qui ont attrait normalement aux 3 critères: excellence, impact et implementation, et des sous-critères qui leur sont demandés d'évaluer. Donc, ils évaluent ces critères et à la fin, ils donnent oui ou non. Donc, c'est ce que je disais, c'est vraiment au cas par cas, quoi. On peut pas, il peut y avoir des raisons. Bon, honnêtement, on a très peu de step 1 qui n'ont pas eu de succès. Donc, la seule pour laquelle on n'a pas eu un succès, c'est notamment lié à un expert qui a noté justement des critères d'étape 2, finalement. Et donc, du coup, ce qu'on peut améliorer, c'est montrer, même s'il n'y a que 12 pages, c'est difficile, hein, mais montrer en tout cas que le projet et la candidature est déjà assez élaborée et que si on ne montre pas tout, tout est en place, quoi. C'est-à-dire que on a une analyse claire de la concurrence, des avantages concurrentiels, on a une vision claire de la stratégie de commercialisation, même si c'est pas demandé, par exemple, la partie stratégie de commercialisation, prévision de vente, etc., n'est pas demandée, dans l'étape 1, finalement, faut le montrer quand même. Voilà, donc ça, c'est une reco que j'aurais à faire, hein, c'est-à-dire que même si il y a certains critères où on ne demande pas notamment tout ce qui est propriété intellectuelle, hein, sur le logiciel, c'est un peu différent. Mais il faut montrer que, au détour d'une phrase, qu'il y a déjà un portefeuille de temps de brevet. Voilà, au moins, on va dire, les évaluateurs sont rassurés quant à la capacité de prendre, on va dire, une candidature d'un candidat qui sera prêt pour la step 2, quoi. Donc, voilà, ça, c'est des recos que j'ai. Après, il faut que la proposition de valeur soit convaincante. Et ce que je disais, un élément clé, c'est qu'il doit y avoir, parce que la solution doit vraiment identifier les pains des utilisateurs finaux et ne pas se concentrer uniquement sur les gains. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça doit résoudre un problème qui n'est pas résolu à ce jour. Sinon, l'aspect disruptif ne sera pas bien, mis en avant. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose de clé sur la première étape, puisque sur la première étape, ce qu'on va évaluer, c'est essentiellement la proposition de valeur, l'équipe en place, et puis le potentiel de la solution, le potentiel marché et le potentiel d'impact sociétal, environnemental, économique. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose de passer à la suite en passant un petit peu en revue l'actualité des projets nationaux. Et je vous laisse éventuellement répondre dans le chat s'il y a d'autres questions qui viennent pendant qu'on présente. Merci. Alors, pour les projets nationaux France 2030, donc pour France 2030, c'est quelque chose d'assez large avec beaucoup d'opérateurs, 4, beaucoup de thématiques aborder, objectifs de levier. On rentre à. Pardon, j'ai une mauvaise connexion à Cap Digital, je ne sais pas pourquoi. Donc, en gros, retenir que finalement, l'objectif, c'est de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde de demain et de favoriser l'émergence de champions nationaux dans les filières d'excellence. Et il y a 2 objectifs transversaux qui est de consacrer 50% de la dépense à la décarbonation de l'économie et 50% aux acteurs émergents d'innovation, le tout sans porter de préjudice à l'environnement. Donc avec cette petite phrase de présentation, on retrouve des notions comme champions nationaux, donc on retrouvera des demandes récurrentes de souveraineté, il y aura tout l'aspect
acteurs émergents, donc on cherche de l'innovation, de la rupture, des acteurs émergents, c'est censé être des petits acteurs voilà, qui n'ont pas beaucoup d'années d'existence et qui peuvent disrupter le marché. Il y a tout l'aspect écologique et donc le numérique, la décarbonation du numérique aussi qui sera très présent. Après, avant de candidater, il faut que vous ayez en tête ou d'envisager un projet qui a des grands principes à respecter, à avoir en tête avant de réfléchir à se lancer dans un appel à projet France 2030. Donc le premier, c'est le principe de cofinancement et de partage de risque entre vous, les porteurs de projet, et le financeur. Et en gros, ça veut dire que voilà, on attendra dans tous les cas une part d'autofinancement de votre part, qui se traduit généralement par des demandes de fonds propres qui sont à peu près égales, qui doivent être égales à l'aide apportée chez les différents opérateurs. On attendra aussi que le principe d'incitativité, donc ça veut dire qu'on finance que des projets nouveaux, ce qui veut dire qu'ils prendront pas en compte des projets qui ont fait l'objet d'engagements, de contrats ou de dépenses avant le dépôt, par principe. Donc voilà, ça c'est pour se cadrer un petit peu. Et après, on va vous faire un petit tour d'actualité des différents appels à projets thématiques pour commencer. Donc appel à projets thématiques, c'est voilà, c'est des projets définis dans le cadre de stratégies nationales d'accélération qui traduisent en fait les priorités de l'État en faveur de certaines technologies ou bien sujets. Donc là, par exemple, il y a l'appel à projet accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'économie. C'est un appel à projet qui se consacre sur la partie aval de la chaîne de valeur de l'IA générative et il cherche en gros à atteindre, voilà, implémenter les solutions d'IA générative en visant des fonctionnalités avancées, un horizon assez court d'adoption. Donc c'est plutôt des projets quick win qui peuvent se déployer assez vite. Et voilà, et on s'intéresse dans ce cadre-là, effectivement, à des consortiums qui vont réunir les deux parties. Donc, c'est les développeurs de solutions et les utilisateurs finaux, avec l'idée de développer des démonstrateurs qui puissent être réplicables et viables économiquement. Et donc, les cas d'usage qu'on peut adresser dans ce cadre de cet appel à projet, c'est tout ce qui est, on peut aller sur des problématiques propres à un secteur d'activité en embarquant les acteurs de ce secteur, donc c'est assez large là, ou répondre à des problématiques plus transversales d'organisation, que ce soit les thématiques RH, relations clients, etc. Donc les types de projets qui sont attendus, c'est être capable de s'intégrer dans l'outil de travail ou de la production des différents métiers visés pour le côté utilisateur, être capable d'améliorer les méthodes et leurs pratiques. Côté offre, voilà, ce qui est attendu, c'est des fournisseurs, des développements de briques technologiques qui vont un petit peu sur toute la chaîne de valeur de l'IA générative. Donc ça peut être des bases de données, des modèles pré-entraînés ou spécifiques, etc. Des outils d'évaluation, des API, des interfaces homme-machine, donc un petit peu tout le socle technologique. C'est un appel à projet couvert jusqu'au 2 juillet. Donc on vous invite et ça sera le cas de tous les appels à projets, à déposer venir nous voir 3 semaines avant pour qu'on ait le temps, si vous voulez un label, pour avoir un bonus auprès des financeurs pour qu'on puisse lancer instruction, mobiliser les experts, vous faire un retour avant dépôt pour que vous puissiez éventuellement intégrer les remarques des experts. Après, sur cet appel à projet, donc c'est du collaboratif puisqu'il faut fournisseurs de solutions et utilisateurs. Vous pouvez faire des projets de 12 à 36 mois. Les budgets, c'est compris dans une fourchette entre 1 et 5 millions. Taux d'aide, et c'est un taux d'aide que vous verrez souvent, puisque c'est le grand classique France 2030, notamment en RDI, qui est le principal mode de financement de l'innovation. Donc ça va de 25 à 80% pour les entreprises, et ça dépendra donc de votre taille. Plus vous êtes petit, plus vous êtes financé, du type de recherche que vous faites, expérimentale, industrielle ou fondamentale, et de la collaboration
Et pour les activités économiques, donc notamment, par exemple, les académiques, c'est souvent de 50 à 100%, selon notamment la méthode qui est permis pour la méthode utilisée, donc coûts marginaux ou coûts complets. Et après, comme la plupart des France 2030, vous avez une répartition de l'aide sous forme de subventions de 60 à 80% et de l'avance remboursable pour une partie de 20 à 40% pour les acteurs économiques là, qu'on met de l'avance. Et on précise que nous, on va faire la semaine prochaine, le 16 mai, on reçoit tous les financeurs, donc le SGPI, la DGE et aussi BPI France pour faire un focus sur cet appel à projet qui intéresse nos membres, et c'est une réunion qui sera réservée aux membres. Donc je leur dis pour ceux qui l'auraient pas vu. Après, un autre appel à projet qu'on suit et qui pour notre communauté, c'est l'AP Culture Immersive et Métavers. Donc là, l'idée, c'est de développer des expériences immersives et de métavers dans le cadre des activités culturelles dans un souci de démocratisation et d'élargissement du public. Alors, il y a trois types de choses à faire pour monter un consortium. Donc, il faut un consortium qui ait une forte dimension d'innovation. Pour industrialiser, l'idée, c'est bien d'industrialiser la production et la diffusion d'expériences culturelles dans des environnements immersifs et des métavers. Et c'est dans ce souci d'industrialisation qu'on va avoir des exigences assez élevées sur l'utilisation de standards ouverts, des critères d'interopérabilité, notamment dans l'évaluation. Un deuxième élément important pour ces consortiums, c'est qu'il faut être porté par des entreprises ou des établissements culturels de l'ICC. Et troisièmement, on attend aussi des consortiums qui sont capables d'adresser toute la chaîne de valeur. Donc, effectivement, le producteur de contenu, le développeur de briques techniques. Donc, en gros, les types de projets sur souveraine. Avec, il y a plein de mots-clés cités pour ces briques. Voilà, ça peut être l'intelligence artificielle, moteur graphique, technologie de captation, modélisation, animation 3D, etc. On attend aussi des solutions de distribution et des espaces de diffusion en ligne et hors ligne. Donc voilà, on parle de plateformes ou agrégateurs numériques adaptés à l'exposition d'œuvres, des lieux physiques aussi de diffusion et de contenu immersif. Et troisième type de sujet que vous pouvez aborder, c'est la valorisation dans l'environnement immersif des collections et des processus de création, des dispositifs de médiation culturelle, voilà, dans les établissements publics culturels. Donc là, on va retrouver des sujets comme les jumeaux numériques, les expositions virtuelles, des collections, etc., spectacles vivants immersifs. Donc c'est un appel ouvert, un projet qui est ouvert jusqu'au 2 juillet. On a notre équipe animation qui suit cet appel à projet pour favoriser l'émergence de projets collaboratifs. On peut y aller en individuel ou collaboratif. Après, il y a deux types, vous pouvez faire deux types de projets de demande. Donc, des dossiers de 80 000 € pour de l'aide à l'ingénierie. Donc, si vous avez un projet sur ce sujet que vous souhaitez des leviers, des verrous, vous pouvez faire une demandation. On demande 400 000 € minimum pour cet appel à projet. Il y a un autre appel à projet qui est toujours sur l'immersif, mais plutôt orienté sur la construction de briques technologiques. Il sera plutôt orienté à autres domaines que la culture, vu qu'il est adressé dans le cadre du précédent appel à projet qui s'appelle Technologie innovante des univers virtuels immersifs. Donc là, l'idée, c'est on soutient on soutient les entreprises technologiques qui sont positionnées sur toute la chaîne de valeur des univers virtuels. On souhaite favoriser, à les aider à lever leur verrou technologique, passer à l'échelle pour développer, diffuser leur offre et leur technologie dans les univers immersifs. Et donc l'idée, c'est cet appel à projet, il est basé donc sur les briques techno, mais il vise à couvrir l'ensemble, les diverses briques qu'on peut retrouver dans le sujet des univers virtuels immersifs. Et donc voilà, les thématiques que vous allez avoir en termes de projets attendus, c'est le premier type de sujet sur lequel vous pouvez aller, c'est
Le développement de solutions innovantes dans les équipements, donc plutôt hardware, donc casque, lunettes de réalité virtuelle, augmentée ou mixte, matériel haptique, eyes and hand tracking. Deuxième sujet sur lequel vous pouvez aller, c'est le développement de solutions innovantes d'interopérabilité et de centralisation des données pour voilà. Donc là, on va sur les moteurs utilisés dans la conception, dans la conception des univers immersifs virtuels, plateforme l'univers virtuel. Donc c'est ouvert jusqu'au 17 septembre 2024. Nous, on vous demandera de nous contacter toute fin août pour si vous voulez une labellisation de votre dossier. C'est ouvert en individuel ou collaboratif, des budgets supérieurs à 1 million d'euros, durée de 12 à 36 mois, ils attendent des TRL de 4 à 7. Taux d'aide, c'est un peu pareil que ce que je vous ai présenté, hein, donc le RDI classique et des taux spécifiques pour les activités non économiques, notamment organismes de recherche, et toujours le panassage subventions et avances remboursables pour les acteurs économiques. Il y a aussi l'AP Solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G et 6G qui a été renouvelé pour 2 nouvelles dates de relève. On a organisé un webinaire avec systématique et images et réseaux sur ce sujet. Donc, si vous intéresse particulièrement, on a voilà, une présentation détaillée par les financeurs. On peut vous donner le replay si vous l'avez pas eu, si vous n'étiez pas inscrit. Avec une relève qui est jusqu'au 11 juin. Donc là aussi, on va vous demander 3 semaines avant, le 20 mai. L'idée, c'est de voilà, travailler sur la préparation de la 6G, mais aussi sur tous les champs applicatifs de la 5G. Donc virtualisation du réseau, edge computing, intelligence artificielle et machine learning, les applications de la 6G, la gestion radio les différentes gestions différentes pour les objets connectés, les différentes technologies que vous pouvez utiliser de communication. On va aussi s'intéresser aux des solutions souveraines, hein, comme dans la plupart des France 2030, sur l'ensemble de l'ensemble des développements voilà, d'un réseau 5G. Et aussi, on peut travailler sur l'impact environnemental de ces réseaux. Donc là, c'est de l'individuel au collaboratif. 18 à 60 mois, budget supérieur à 2 millions ou 1 million si vous êtes une PME seule. Et taux d'aide, les classiques, voilà, RDI. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder le webinaire, à nous demander, puis il y avait les financeurs. Il y a aussi l'AP espace de données. Donc celui-là, espace de données, en gros, c'est créer des espaces voilà, de données en créant tout le cadre de confiance et en mettant en place des règles de gouvernance entre acteurs, les droits et devoirs de chacun pour l'accès aux données et aussi tout ce qui est le support technologique avec voilà, des conditions d'accessibilité, des plateformes avec de l'interopérabilité et la qualité des données. Là, c'est assez large ce qui est attendu, donc vous pouvez aller sur l'aspect technologique pour permettre les espaces de données, donc des plateformes, outils collaboratifs et interfaces de programmation. Vous pouvez aller sur des nombreux sujets, hein, c'est assez ouvert parce que c'est un domaine qui est encore en structuration. On va vous demander de l'interopérabilité, notamment avec des références à GAIA-X comme critère de sélection. On vous demandera de créer une structure ad hoc en charge de la gestion opérationnelle de l'espace de données entre toutes les parties prenantes de l'écosystème comme livrable. Donc c'est ouvert jusqu'au 5 juin. Alors ça peut être, c'est un appel à projet qui a évolué au début. C'était ouvert qu'à des structures ad hoc, donc qui réunissent des acteurs du domaine, donc des GIE ou ce genre de choses, sociétés de projet. Et maintenant c'est ouvert en consortium, donc collaboratif de 6 partenaires, dont une PME ETI. On attend des budgets supérieurs à 2 millions d'euros. Aide, alors ça peut être un peu moins élevé que les autres, c'est marqué, c'est 48% max sur un projet avec la variabilité selon les acteurs, parce qu'on retrouve le RDI, etc. Mais c'est plafonné à 48%. Et après, répartition voilà, de la subvention et de l'avance remboursable, comme un petit peu partout. L'appel à projet Innovo,
qui a une nouvelle relève en septembre. Là aussi, nous, on a fait un webinaire au mois d'avril. C'était en RD Corner, donc voilà, si vous l'avez pas vu et que cet appel à projet vous intéresse, il y a l'ADEME qui est intervenu pour présenter en détail les attendus pour cet appel à projet, qui est doté de 100 millions d'euros. Donc on vous demandera de venir nous voir là aussi, hein, c'est tout début septembre, donc on fera que si ça vous intéresse, il faudra venir nous voir à partir de la dernière dizaine de jours d'août pour qu'on puisse effectivement réaliser un travail de labellisation avec les experts et qu'on puisse les mobiliser. Donc là, il y a un thème transversal pour cet appel à projet qui est la mobilisation du numérique au service des enjeux de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente. Et en gros, ça concernera tout ce qui est projet d'acquisition, compilation et d'analyse de la ressource. Donc, on va trouver des sujets comme le suivi et pilotage des consommations d'eau, des solutions améliorant le suivi des volumes d'eau stockés en surface, que ce soit appliqué aux surfaces agricoles, etc. Des technologies et usages nouveaux sur tout ce qui est des sujets de métrologie, d'analyse et de suivi en temps réel de la qualité de l'eau. Et aussi, on cherche à développer comme l'empreinte carbone, ce serait plutôt l'empreinte eau sur la même philosophie que l'empreinte carbone pour calculer pour les activités leur coût en eau. Et vous pouvez vous relier aux autres thématiques de l'AP en utilisant le numérique. Donc, agir, les autres thématiques, c'est 1, agir sur la gestion de la ressource naturelle pour adapter nos systèmes au changement climatique. 2, économiser la ressource, sécuriser l'acheminement et agir sur les usages de sobriété. Et 3, renforcer les traitements pour améliorer la qualité de l'eau. Donc là, ça peut être de l'individuel ou collaboratif, limité à 5 partenaires max, budget supérieur à 600 000 euros pour de l'individuel ou 400 000 euros par partenaire si vous êtes en collab. Toujours le même mix, hein, subvention plus AR avec des taux similaires et taux d'aide toujours pareil. Voilà. Classique RDI. Après, il faut savoir que pour l'ADEME, il y a un process spécifique qui vous demande de faire un entretien avec eux au moins 1 mois à l'avance où ils vérifient un petit peu que vous êtes dans les clous au cours d'un entretien où vous devez faire une présentation de slide deck et ils vous diront si vous êtes éligible, si vous pouvez continuer, etc. Et éventuellement avec des conseils sur votre projet. Mais c'est obligatoire de faire ce petit entretien avec l'opérateur 1 mois avant pour pouvoir candidater. J'en reviens à Péconum. Oui, j'ai vu une question sur, pour l'instant, il se ferme le 31 mai 2024. Nous, on n'a pas forcément d'informations sur une prolongation. Celui-là, je vais pas redévelopper parce que normalement, c'est juste pour dire, puisque vous êtes censé avoir fait votre réunion de pré-dépôt. Donc, éventuellement, pour ceux qui l'ont fait et qui souhaitent se faire labelliser, je vous invite à nous contacter cette semaine, parce qu'on a des experts qui sont disponibles pour votre projet, si vous comptez déposer le 31 mai. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, puisque faut nous envoyer votre dossier cette semaine, hein, si vous voulez qu'on puisse s'en occuper. Donc moi j'ai fini sur des appels à projets thématiques. Alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, je n'en ai pas spécialement vu. Non, je n'ai pas vu d'autres questions qui nous auraient été remontées, ni dans le chat, ni dans l'onglet questions. Ça marche. Donc je vais juste finir très rapidement pour tenir l'heure et demie sur ce qu'on appelle la seconde catégorie d'AP nationaux. Donc là on est plus sur des appels à projets plus génériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique affectée, hein. On se concentre plus sur l'activité de votre entreprise avec des appels à projets qui sont récurrents, en général plusieurs vagues par an. Et en gros, c'est ce qu'on appelle les concours d'innovation qui s'adressent aux entreprises et aux chercheurs. Et le but, l'objet, c'est de financer la deep tech française en allant sur tout le continuum de l'innovation. Donc, on va financer le laboratoire, la création de l'activité et après la croissance avec plusieurs dispositifs et que vous voyez ici. Ça, c'est le cadre général et ce qu'il y a d'ouvert actuellement et sur lequel vous pouvez vous positionner, il y a IDEMO qui est ouvert jusqu'au 28 mai, donc là pareil, 3 semaines avant.
Et objectif de IDEMO, c'est développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité. Là, c'est plutôt un appel à projet qui est intéressant pour le collaboratif parce que c'est des grosses enveloppes et il peut être intéressant de faire des consortiums variés avec, par exemple, du mélange de grandes entreprises et de petites entreprises ou d'entreprises et d'académiques. Parce que là, ce qui est bien recherché, c'est vraiment, ce qui est bien regardé, c'est le degré de rupture de l'innovation. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Donc 3 à 5 ans pour les projets, comme j'ai dit, individuels ou collaboratifs, supérieurs à 4 millions d'euros, ouverts à tout, hein, PME, TI. Individuel sur grand groupe, si partenaire max, l'aide c'est de 25 à 80% selon votre taille. Et après, on a toujours un appel à projet récurrent. En fait, c'est plus un guichet qui est ouvert au fil de l'eau, qui est abondé de 700 millions d'euros et qui vise en gros à travailler sur, par rapport à tous les appels à projet France 2030, à développer tout l'aspect compétences autour du développement de nouvelles activités, de nouvelles filières, des filières soutenues par France 2030. Donc, c'est tout ce qui concerne la formation autour de ces filières. Donc là, on peut financer des projets de formation, d'ingénierie et de sensibilisation en lien avec les objectifs de France 2030. On peut aussi faire des diagnostics complémentaires en matière de besoins de compétences, de formation et un dispositif d'attractivité. Donc là, pareil, nous contacter un certain temps avant votre souhait de dépôt. C'est pour des projets inférieurs à 5 ans, budget inférieur à supérieur à 1 million d'euros, aide inférieure à 70%. Et voilà, on a fini sur RD Corner. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur les appels à projets, on peut juste... Oula, pardon. Aux événements à venir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer le 16 mai? On a une matinée d'information sur l'appel à projet IA générative réservé aux membres dont on a parlé. Je crois qu'Antoine a dû envoyer plusieurs fois aux membres l'invitation, éventuellement. Je vais remettre le lien dans le chat. Je rappelle effectivement que c'est réservé aux adhérents de Cap Digital. Si vous n'êtes pas adhérent, ça peut être une très bonne raison de nous rejoindre. Donc, ce qu'on vous propose cette matinée-là, c'est le rendez-vous avec les financeurs dont je vous ai parlé, avec tout le monde, GPI, la DGE, avec notamment un représentant de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, l'opérateur, bien entendu. Ils répondront aussi à vos questions si vous en avez sur cet appel à projet. Et on propose aussi une séquence de pitch si ça vous intéresse, soit pour proposer vos compétences aux autres membres, soit pour présenter un projet pour lequel vous cherchez des compléments à compléter votre consortium avec de nouveaux acteurs. On propose aussi des mots. Donc voilà, un programme assez riche si ça vous intéresse. Antoine, vous avez mis le lien. Le 17 mai, il y a une présentation des services qui sont proposés aux startups et aux PME de Cap Digital. Et après, il y a le forum TerraTech le 29 et 30 mai. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, Antoine, en plus. Oui, le forum TerraTech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'événement un petit peu annuel de référence de tous les acteurs du HPC, comme on dit, donc le calcul haute performance. On y sera notamment avec l'animation d'un atelier dédié aux enjeux de l'IA et du HPC dans le domaine des industries culturelles et créatives, avec NVIDIA, avec France Télévisions, avec une entreprise qui s'appelle X-Animation, une startup qui s'appelle Rimo. Voilà, donc une belle matinée, non pardon, ce sera l'après-midi, un bon atelier de 2 heures, 2 heures et demie d'échange sur ces sujets passionnants. Et ben voilà, on a tenu 1h30 comme dit, et voilà. Donc je ne vois pas de questions. Donc je vous laisse. Je vous répète juste que ce webinaire sera redisponible en replay pour les inscrits, que vous aurez les slides qui ont été présentés. Donc vous aurez les contacts de tout le monde, donc le cabinet Synergie, le contact aussi de l'équipe RDI si vous avez un projet. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce 97e RD Corner, et c'est une bonne journée. Et merci à Synergie pour la présentation. Merci beaucoup.
Un grand merci à tous. Bonne journée. Merci Mathéa. Bonjour. Merci Mathieu. À très vite.